activer. Vous m'écoutez là? Est-ce que ça passe? Oui? Quelqu'un pour me... Est-ce que ça passe? Oui, docteur. Quelqu'un me confirme si ça passe. Parce que normalement, ça devrait passer. Oui, ça marche. Conversation, 17, suspendre. Vous êtes en train de vous connecter, c'est ça? Oui, on vous entend. Quelqu'un écrit quelque chose. Je sais que apparemment vous êtes en train de vous reconnecter un à un. Ah, très bien. Donc, vous entendez? Oui? Ah, d'accord, j'avais pas vu le... Voilà, très bien. On peut commencer? C'est bon? Très bien, voilà. Parce que là, c'est la première fois que j'utilise, donc on a dit, donc hémorragie du tronc cérébral, vous gardez, c'est très grave. Donc, ça, au cas où le malade ne fait pas de mort subite carrément, il va faire un... C'est bon, oui. Il va faire un coma rapide, tétraplégie flasque, trouble respiratoire, décérébration et décès. D'accord? Mais la plupart du temps, c'est la mort subite. Vous avez entendu parler de gens qui tombaient comme ça d'un seul coup, des jeunes surtout. D'un seul coup, il tombe, il est mort, ils ne savent pas pourquoi. Généralement, quand on fait une autopsie, souvent on trouve des hématomes du tronc cérébral. Parce que on dirait que vous lui coupez la respiration tout de suite. Hein. D'accord? C'est pour ça que c'est pourvoyeur de mort subite. Est-ce que c'est clair? Donc, le cas de figure le plus important, c'est l'hémorragie grave, c'est la mort subite. Il y a l'hémorragie moins sévère, des signes atypiques, on en a déjà vu, c'est vrai, ils viennent conscients, avec une petite hémiplégie, babinski bilatérale, pas de troubles respiratoires, ils ont un ou deux nerfs qui sont atteints, paralysie faciale, une atteinte du 3. Vous faites le scanner et là, vous tombez sur une petite hémorragie, mais là, généralement, c'est des hémorragies punctiformes. Hein. D'accord? C'est rare. Généralement, c'est des formes graves, voire même mortelles. C'est clair, quelqu'un dit oui. C'est clair, vous entendez? Très bien, voilà. Oui, oui. Je ne sais pas, nous, on est en train de faire un cours, je suis à l'administration. Alors, les hématomes lobaires. Alors, lobaire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre hématome bénin et malin? Bof, c'est une appellation, mais elle n'est pas vraiment, on va dire, elle n'est pas homologuée. C'est-à-dire, hématome bénin, ça a une définition, hématome malin, ça a une définition. Je l'ai écrit là. Hématome bénin, vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai écrit. En fait, bénin dans le sens, c'est pas bénin, hein, ça reste jamais bénin. Mais c'est pas par rapport à la malignité ou la bénignité, comme par exemple dans les cancers. C'est pas par rapport à ça. Mais bénin, ça veut dire que le malade, quand même, il est conscient. Il n'a pas un déficit très important. Il n'a pas de trouble respiratoire. C'est dans ce sens. Malin, dans le sens où malin, c'est dans le sens où il ne vous laisse pas le temps d'agir. C'est un malade qui vient, trouble d'inconscience aiguë, il fait une tétraplégie pratiquement, des troubles respiratoires, vous n'avez parfois même pas le temps de l'intuber. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit malin. Mais ce n'est pas une terminologie qu'il faut utiliser spécialement. Vous dites grave et ça suffit.
Est-ce que vous voyez pourquoi on appelait ça bénin et l'autre bénin? Il vous laisse le temps de mettre du manitol, de mettre le malade dans les bonnes conditions. Malin, non, malin, il vient avec des troubles respiratoires. Voilà, c'est par rapport au pronostic. Quelqu'un a écrit, c'est par rapport au pronostic. Il ne vous laisse pas le temps d'agir. Vous voyez un malade qui est tétraplégique, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vous dire, je vais le mettre sur le lit, je vais l'intuber d'abord, je vais mettre la bord d'abord, d'accord? Malin, c'est oui, presque toujours irréversible. J'ai dit presque toujours, oui, oui, presque toujours irréversible. Oui. Parce qu'il y a des miracles, là, il y en a. Hein. D'accord. Alors, les hématomes lobaires, c'est tout simple, on ne va pas trop insister sur les détails. Quand vous avez un hématome frontal, qu'est-ce que vous allez avoir? Un syndrome frontal, tout simplement. Là, il faudra le réviser au niveau des cours de troisième année. Quand vous avez un hématome occipital, vous allez avoir. Alors, frontal, d'après vous, que ça va être? Ça va être des signes moteurs, des signes beaucoup plus par rapport au jugement, la désinhibition. Vous vous souvenez de lobe frontal? Si c'est une hémorragie du lobe occipital, ça va être surtout des signes visuels. Vous êtes d'accord? Alors là, on a un petit peu, on s'est focalisé un petit peu sur l'hématome du cervelet. Alors l'hématome du cervelet, pourquoi? Parce que déjà, par son pronostic, parce que vous savez que le cervelet se trouve dans la fosse cérébrale postérieure. Qui dit fosse cérébrale postérieure dit pas de place. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Fosse cérébrale postérieure, très peu de place. Donc, hématome dit systématiquement, allez, quelqu'un l'écrit, hématome dans la fosse, systématiquement, qu'est-ce que vous allez avoir? Allez, quelqu'un écrit. Quelqu'un écrit. Très bien. Très, très bien. Au pot A57, vous êtes bien branché. Donc, pas de place, hématome. Vous mettez une cacahuète là-bas, c'est bon, hein, c'est lachissé. Parce qu'il n'y a pas de place du tout. Donc, ça va être lachissé. Et ça va être les risques de quoi? Donc, HIC, pas de place, risque de engagement. Très bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu particulier. Quand on saigne au niveau du lobe frontal, il y a les ventricules, il y a les circonvolutions du cerveau, un petit peu les méninges, tout ça. Il y a un petit peu de place. Là, on peut s'étendre un peu. Mais là, dans le cervelet, il y a pas. En plus, c'est du sang, donc il va se balader un petit peu partout. Donc, je ne dirais pas qu'il est d'aussi mauvais pronostic que le tronc, mais c'est pas loin. Donc, ça va donner donc, de la chicée, des vertiges, parce que c'est le cervelet, c'est l'équilibre. Ça va donner des vertiges, des vomissements. L'examen neurologique, vous pouvez le trouver pauvre. Hein. Déjà parce que le malade, il vient avec un grand vertige, vous ne pouvez pas vraiment l'examiner correctement. Il n'arrive même pas à ouvrir les yeux tellement il a un vertige. Vous essayez de faire la coordination, vous trouvez qu'il a un trouble de la coordination, vous essayez de l'aider pour qu'il marche, vous trouvez qu'il élargit un petit peu le polygone. Et en dehors de ça, vous pouvez trouver l'examen pratiquement normal. Alors, grand vertige, si, on peut avoir des signes de focalisation. Quand l'hémorragie elle est un petit peu importante, vous pouvez avoir, parce que le cervelet, vous savez, il est derrière le tronc cérébral. Vous le savez. Donc, dès qu'il y a une pression au niveau du cervelet, il peut appuyer sur le tronc cérébral. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tronc cérébral? Il y a les voies sensitives, il y a les voies motrices, il y a les noyaux des nerfs crâniens. Donc, tout ça peut être atteint. D'accord? Donc, la symptomatologie, elle peut être un petit peu polymorphe. Un syndrome cérébelleux, une dysarthrie, nystagmus, raideur de la nuque parce que vous avez un saignement au niveau du cervelet qui va irriter un petit peu les méninges. Donc, il va y avoir une petite raideur de la nuque. Pas autant que dans les méningites, mais vous allez remarquer que le malade est quand même un petit peu raide. Est-ce que vous comprenez? Donc, par l'hématome cérébelleux lui-même, on va avoir des signes cérébelleux et par son effet de masse, donc son effet parce qu'il va pousser les structures à côté, on va avoir une atteinte des
des structures du tronc cérébral. D'accord? Ça peut même être grave et arriver à la décérébration, hein, quand le tronc cérébral est en grande souffrance. D'accord? Alors, pourquoi donc, on va le mettre un petit peu, pourquoi on l'a mis comme ça en partie, on en a parlé en particulier, parce que justement, il a un mauvais pronostic par rapport aux autres, et en plus, il peut être sujet à un traitement chirurgical. Bien sûr, il y a des conditions pour ça, il faut qu'il ait des dimensions un petit peu particulières, j'ai oublié, hein, les dimensions, je ne vais pas vous dire quelque chose de faux. Il faut des dimensions particulières. Il faut que la tension artérielle soit, c'est-à-dire équilibrée. Il ne faut pas qu'elle dépasse, il me semble, 13,6, il me semble, ou 13,7. Il y a des conditions, on va dire, pour que le neurochirurgien accepte d'opérer un hématome cérébelleux. Et ça permet de dégager un petit peu cette hypertension intracrânienne. D'accord? C'est-à-dire là, c'est l'exemple type d'un hématome spontané, mais chez lequel on peut essayer une intervention chirurgicale. Est-ce que c'est clair? Mais il y a des conditions pour ça. On n'opère pas tous les hématomes. Ça aussi, c'est important pour vous de connaître le pronostic parce que quand vous êtes, par exemple, aux urgences et quand vous n'avez plus de place, vous êtes obligé de, par exemple, de déplacer un malade. Moi, je préfère déplacer une hémorragie frontale qu'une hémorragie cérébelleuse. Vous avez compris mon raisonnement. Parce que tout déplacement risque d'exposer le malade à des renseignements, d'accord? C'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu le pronostic. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut condamner ces malades, mais savoir s'adapter. Un hématome cérébelleux, on l'emmerde pas, hein, on le traite et on le laisse se reposer. Un hématome frontal, on peut se permettre de le déplacer un petit peu, d'essayer même de lui dire, s'il arrive à se déplacer, de lui conseiller de se déplacer. D'accord? Mais l'autre, non. Voilà. Alors, les hématomes lobaires. Alors, maintenant, vous êtes devant, donc, quel est l'examen qui va vous faire le diagnostic en urgence? C'est le scanner. C'est la TDM cérébrale. Elle va visualiser dès les premières minutes, ce n'est pas comme l'ischémie, dès les premières minutes, vous allez avoir une hyperdensité spontanée, sans produit de contraste. Donc, ça veut dire, vous n'injectez pas, vous mettez le malade dans le scanner, vous allez avoir une image d'hyperdensité spontanée. Parfois, on peut détecter des effets de masse, ça veut dire qu'il y a un côté qui appuie sur l'autre. Une inondation ventriculaire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que des fois, il y a des hématomes tellement importants qui vont se déverser dans le ventricule, qui vont être en contact avec les ventricules et ils vont se déverser dans le ventricule. Ça s'appelle une inondation ventriculaire. Ça va certes un petit peu soulager la pression, mais ça va donner beaucoup de signes irritatifs. Le malade va vomir beaucoup, va avoir beaucoup de maux de tête, va avoir... D'accord? Il peut aussi détecter une hydrocéphalie, le scanner. D'accord? Hydrocéphalie qui peut être une conséquence de l'hémorragie ou elle peut être de découverte fortuite. D'accord? Gardez en tête, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le scanner, il visualise dès les premières minutes une hyperdensité spontanée. À vous de la localiser et c'est tout. C'est clair pour le moment? Très bien. Alors, l'IRM, j'ai écrit ici que ce n'était pas un examen en urgence, mais en fait, si vous êtes dans un service où il y a la neurochirurgie interventionnelle par rapport aux AVC hémorragiques, par rapport aux ruptures d'anévrisme, par exemple, là, l'IRM devient un examen d'urgence parce que si vous tombez sur un anévrisme et qu'il y a un service de chirurgie qui peut vous traiter ça, là, vous êtes obligé de demander une angio-IRM pour éliminer la présence ou l'existence d'un anévrisme, par exemple, d'accord, qui peut être traité. Maintenant, si vous êtes dans une zone reculée, ou même à Annab, de toute façon, dans une zone reculée où vous n'avez pas de service de neurochirurgie, ce n'est pas la peine d'aller casser la tête du patient. Donc, elle est déjà bien cassée. Donc, n'allez pas l'embêter avec une IRM qui ne va pas servir en urgence. Je ne sais pas si vous avez compris. L'enjeu IRM pour détecter un anévrisme, on l'a fait en urgence quand on a la possibilité de le traiter en urgence. Est-ce que ça s'est passé comme information?
Si vous avez, par exemple, un patient qui vous fait ça, un AVC hémorragique, surtout jeune et tout, donc qu'est-ce que vous faites? Vous laissez se reposer et plus tard, vous allez demander une enjeu IRM. D'accord? Plus tard, si vous visualisez l'anévrisme, vous allez l'envoyer dans un centre qui peut ou pas intervenir par rapport à ça. Mais si en urgence, vous n'avez pas quelqu'un qui peut intervenir, ce n'est pas la peine de déplacer le patient pour une IRM qui ne va pas servir. Vous avez compris? Parce que les AVC hémorragiques, il ne faut pas trop les déplacer non plus. D'accord? C'est mauvais, il faut un repos strict. Il faut, bon, on verra dans le traitement, il faut juste une rééducation passive, mais il ne faut pas trop les déplacer. D'accord? Très bien. Donc, IRM encéphalique, enjeu IRM plus précisément, elle n'est faite en urgence que s'il y a un centre d'intervention en cas de malformation. Très bien, c'est ce qu'il faut retenir. Sinon, on l'a fait plus tard. Non, non. Nous, on n'a pas. Chez nous, c'est pas encore. Alors, il y en a à Blida. Blida, c'est sûr, ils en ont un. Alger, je ne suis pas sûre. Alger, je ne suis pas sûre. Mais Blida, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que chez nous, on demande en différé, c'est-à-dire on demande plus tard. Ensuite, on essaie de les envoyer à Blida. Voilà. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, vous allez voir un petit exemple. Ici, c'est un scanner. Vous voyez l'os ici, il est épais et tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un scanner. Et vous avez une hémorragie. Là, elle est lobaire. Hein? Vous êtes d'accord? Elle est un petit peu dans le lobe pariétal. D'accord? C'est une hyperdensité spontanée. D'accord? Bon, là, c'est des IRM, peu importe. Hein, c'est un petit peu. Ça, c'est en T1. Ça, c'est plutôt en T1. Ça, c'est en T2 et 3. Ce n'est pas important. Sachez le reconnaître sur un scanner déjà. D'accord? Est-ce que c'est clair? Hyperdensité spontanée se voit dès les premières minutes. C'est bon? Je passe? Bon, je vais passer, hein, puisqu'apparemment. Oui, très bien. Alors, l'artériographie cérébrale. Bon, l'artério aussi, c'est ce qui est différent avec l'enjeu IRM, c'est l'enjeu IRM, vous injectez via une veine. Vous prenez une veine, vous injectez produit de contraste et vous allez avoir vos images. L'artériographie, on est obligé de passer par la fémorale. Là, c'est un peu plus invasif, d'accord? Et il y a un peu plus de complications. Là, elle est réservée aux cas jeunes chez lesquels vous ne trouvez pas d'explication. Vous faites l'enjeu IRM, il n'y a rien. Et pourtant, vous êtes sûr qu'il y a une, ou alors vous avez affaire à un syndrome polymalformatif, quelque chose, vous suspectez, vous vous dites, c'est sûr qu'il y a une malformation. On va demander une artériographie. Là, elle se fait à Alger. À un moment donné, elle se faisait dans certaines cliniques privées ici, mais actuellement, je ne sais pas si ça se fait. En tout cas, on les envoie à Alger actuellement. Mais c'est rare, on ne les indique pas pour tout le monde, d'accord? Parce que c'est invasif et ça peut avoir des accidents secondaires plutôt fâcheux. D'accord? Là, l'artériographie, elle visualise de façon parfaite l'arbre artériel. Donc, s'il y a un anévrisme, on ne peut pas le rater. D'accord? Parce que des fois, les anévrismes sont petits, ils sont un petit peu cachés. L'enjeu IRM, elle passe à côté. Voilà. Le bilan biologique, bien sûr, va demander un bilan d'hémostase, des facteurs de coagulation, parce qu'on peut saigner parce que justement, on a très peu de plaquettes. On peut, des plaquettes à 20 000, par exemple, on peut saigner dans le cerveau ou ailleurs. D'accord? Donc, on doit demander un bilan d'hémostase, TS, TP, TCK, facteurs de coagulation, taux de plaquettes. D'accord? Recherche de toxiques, on a dit tout à l'heure, les drogues, l'alcool. Là aussi, ça dépend du contexte. Hein. Ce n'est pas chez la vieille dame de 90 ans que vous allez chercher les amphétamines. Quoi qu'on ne sait jamais, hein, il y a des empoisonnements, mais vous voyez, c'est selon le contexte. Vous allez demander une alcoolémie, surtout si vous sentez que le malade a bu de l'alcool, vous allez demander une alcoolémie. Et surtout, ce qu'il y a à retenir pour les toxiques, c'est qu'il faut avoir le réflexe de le faire rapidement. Parce que généralement, ça part rapidement. On ne les retrouve plus au bout de 48 heures. Ça dépend de la demi-vie, mais il faut avoir le réflexe rapidement. D'accord?
pour rechercher les drogues. Parce que le malade, quand vous l'hospitalisez, théoriquement, il ne prend plus de drogue et donc ça va partir. Donc vous n'allez plus avoir la possibilité de faire le diagnostic rétrospectif. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un dit oui. Très bien. Les autres bilans, c'est les bilans standards, rayonnogramme, glycémie, vous êtes obligé de le faire, bilan rénal, hépatique, pour voir un petit peu l'état général de votre patient. D'accord? Glycémie, il ne faut pas laisser vous occuper d'une hémorragie et vous laisser une glycémie à 7. Il va mourir d'acidocétose et vous êtes collé au scanner, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, tout ça, vous le lancez déjà dès le début. Hein. Faites un abord directement, prenez un bilan d'urgence, ensuite vous vous occupez du reste. Voilà. Alors, les causes. Alors, veuillez déplacer cette. Elle vous gêne cette fenêtre? Ah non, je ne sais pas, il y a quelque chose. Les causes, on a dit. Alors, très bien. On a dit rupture des malformations. On est obligé de le mentionner parce que c'est une des causes les plus importantes, même si on ne les a pas étudiées d'une façon rigoureuse. Post-traumatique, là aussi, c'est d'autres chapitres, c'est de la neurochirurgie. Mais en ce qui concerne notre cours, ça veut dire l'HTA, l'hématome spontané, donc on va retenir les ruptures de malformation, l'HTA, le traitement anticoagulant mal conduit, ça veut dire quelqu'un qui s'est trompé de dose, il prend des anticoagulants, par exemple, pour une valve mécanique, par exemple cardiaque, et il se trompe, il prend 2 fois son traitement, des fois ça arrive. Hein. Un traitement antiagrégant, des fois l'aspirine, elle peut être pourvoyeuse d'hématomes, on en a déjà vu, il n'y a pas d'autre cause, c'est uniquement l'aspirine. Bien sûr, l'alcoolisme et la toxicomanie, on l'a dit, ça va altérer les artères et ça va parfois conduire à un saignement. Donc, s'il y a des étiologies à retenir dans ce cours, c'est la rupture de malformation, l'HTA, traitement anticoagulant mal conduit, traitement antiagrégant tout simplement, et alcoolisme et toxicomanie. Vous allez me dire traitement anticoagulant mal conduit. Alors, comment on peut savoir? C'est l'interrogatoire qui va vous le dire. Et puis, vous allez essayer de confirmer. Vous allez demander un TP et un INR, voilà. Donc, et ça va, quand vous le trouvez normal, ça veut dire que ce n'est pas ça la cause. D'accord? Quand je dis normal, ça veut dire dans l'énorme cible. Par exemple, pour une valve, je ne sais pas, le TP doit être à 35, 45, je pense, pour cent. Si vous le trouvez à 42%, on est dans les normes. Donc, ce n'est pas ça la cause du saignement. Si vous le trouvez à 12, là, vous avez votre cause. Est-ce que vous avez compris? L'interrogatoire ne suffit pas. Il vous dit, j'ai doublé la dose pendant 2 jours, je me suis trompé. Mais il faut aussi avoir la preuve. Voilà, l'INR, il est à 5. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un dit oui. Très bien, parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, c'est un excès d'anticoagulant et on passe. Non, il faut le prouver. Alors, le traitement, je n'ai pas compris, traitement agrégant. Ah, alors le traitement, tout simplement, c'est quelqu'un, par exemple, un hypertendu qui prend son traitement antihypertenseur et qui prend de l'aspirine aussi, parce que maintenant, on l'a enlevé, mais avant, ça faisait partie de la prévention primaire des accidents ischémiques et des infarctus cardiaques, du myocarde. D'accord? Parfois, juste un traitement antiplaquettaire, ça veut dire antiagrégant plaquettaire, ça veut dire de l'aspirine à 100 mg, peut être la cause d'un saignement cérébral. D'accord? C'est-à-dire, pas besoin que ce soit un anticoagulant. Parfois, un antiagrégant, même sans excès, il peut être pourvoyeur. Là, ce sont des études qui ont montré ça. D'accord? Ils ont fait des études de cohorte carrément, des gens qui prenaient de l'aspirine et des gens qui ne prenaient pas de l'aspirine. D'accord? Qu'ils étaient d'ailleurs hypertendus ou non, ils ont trouvé que le taux d'hématome chez les gens qui prenaient de l'aspirine était beaucoup plus élevé que le taux d'hématome chez les gens qui n'en prenaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ça comme une étiologie. L'antiagrégant plaquettaire, parce que ça empêche l'agrégation plaquettaire. Donc, quelque part, ça gêne la coagulation. Et du coup, quand il y a un petit problème, donc on peut pas, le sang ne peut pas coaguler, ne peut pas le régler, donc ça saigne. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, même un traitement par aspirine, il peut être cause d'un hématome. C'est clair?
Voilà. Sauf qu'ici, on ne peut pas vérifier. Il n'y a pas de dosage ou de. D'accord. Si vous trouvez absolument rien, vous faites l'enjeu IRM, il n'y a pas d'anévrisme, vous faites TPT, tout est bien, vous n'avez que la prise d'antiagrégants. Là, vous êtes obligé de dire, c'est probablement l'aspirine qui a fait ça. D'accord? C'est par élimination. Maintenant, pour traiter, très bien. Alors, ça ressemble un petit peu aux AVC ischémiques. Hein. Les mesures générales, mise en condition, prévention. Vous avez fait tout ça. Les complications du décubitus, les pneumopathies, éviter les efforts. Traitement anti-œdémateux, vous connaissez. C'est le traitement anti-œdémateux. Vous savez ce que c'est. Diamox et Perros, c'est pas pour les urgences. C'est beaucoup plus pour les thromboses veineuses. C'est le mannitol, très bien. Corticoïdes, non, on ne donne pas de corticoïdes pour les AVC. Parce que les corticoïdes ont tendance à augmenter la tension artérielle. Ici, ça ne vous intéresse pas, d'accord? Galaxy et J4, c'est ça. Vous avez dit corticoïdes. On ne donne pas de corticoïdes pour les AVC, d'ailleurs ni ischémiques ni hémorragiques, parce qu'ils ont tendance à augmenter la tension artérielle. Avant, oui, c'est une conduite des années 80, oui. On donnait des corticoïdes, mais c'est abandonné depuis longtemps. Le mannitol, oui, c'est comme pour l'ischémie. Le mannitol, c'est un diurétique central, donc il va diminuer un petit peu l'œdème cérébral. C'est un traitement anti-œdémateux. Les crises d'épilepsie, on va les traiter si elles existent. On arrête toute thérapeutique antiagrégante ou anticoagulante, d'accord? On doit arrêter au moins 48 heures et faire le point. Maintenant, le malade, s'il est obligé de prendre des anticoagulants, on va discuter avec les cardiologues pour trouver l'anticoagulant le moins, on va dire, le moins dangereux dans ce cas. D'accord? Ça, c'est de la spécialité, on ne va pas vous embêter avec ça. En tout cas, il faut arrêter au moins 48 heures toute antiagrégation ou toute anticoagulation. Pour les anticoagulants, il faut surtout faire le bilan pour voir si c'est ça qui a causé. D'accord? Est-ce que c'est OK? Quelqu'un écrit OK? Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai... Voilà, contrôle de l'HTA. On vous a dit durant le cours de l'ischémie, je pense, qu'il fallait respecter la tension artérielle pendant 48 heures. Vous vous en souvenez? 48 heures, on doit respecter la tension artérielle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui préservait le débit cérébral. Vous connaissez cette information. Alors, on doit la préserver jusqu'à quel seuil? Non? Pour le traitement, quand vous avez un malade qui vient pour un AVC, alors 13, c'est quoi 13? 13, ce n'est pas un chiffre qui correspond à quelque chose. Alors, Rania, c'est 13 par rapport à la tension artérielle. Non, non, en fait, je ne sais pas si vous avez oublié ou si ça n'a pas été... Peu importe, je vais vous expliquer. Pour l'ischémie, on doit respecter la tension artérielle pendant les 48 heures premières. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un malade qui vient de faire son hémiplégie, vous diagnostiquez un AVC ischémique, vous trouvez une tension artérielle à 20-10, vous n'allez pas la faire baisser. Vous allez la laisser telle qu'elle. D'accord? Vous la respectez 48 heures. Ensuite, si vous dépassez les 48 heures, là, il faut traiter les pics. D'accord? Même un pic à 20-10, d'accord? Même un pic à 20-10, vous n'allez pas pouvoir, vous devez ne pas l'abaisser. Pourquoi? Donc, le patient, déjà, il est en... Pourquoi? Donc, ça n'a pas été expliqué apparemment. Alors, si vous avez une ischémie, donc quelque chose qui obstrue une artère, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tout l'arbre artériel de tout le corps, il va se mettre en vasoconstriction. Pourquoi? Il va se mettre en vasoconstriction, donc ça va donner de l'HTA. Et pourquoi il donne de l'HTA? Pourquoi il se met en vasoconstriction? C'est pour chasser le sang dans la zone ischémique. Vous voyez?
C'est comme vous, par exemple, quand vous avez un tuyau d'eau et le débit, pas lutter contre l'obstacle. L'obstacle, il va pas être. C'est pas lutter contre l'obstacle, c'est pour pousser le sang au maximum. Parce que l'obstacle, surtout s'il n'est pas à 100%, c'est pour utiliser le peu d'ouverture qui reste et faire passer le maximum de sang. C'est comme vous, quand vous essayez, par exemple, d'arroser vos plantes. Si vous avez un débit qui est diminué, qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous allez appuyer sur le bout. Vous le faites ou non? Vous allez appuyer pour que le jet soit plus long. C'est le même principe. Le corps va se mettre, voilà, le corps va se mettre en vasoconstriction et donc ça va chasser le sang en haut dans le cerveau et donc, et comme il va y avoir une vasodilatation en amont, donc ça va aider un petit peu pour faire passer le sang en aval plutôt, pas en amont. Il va y avoir une vasodilatation après l'obstruction. Donc avant, va y avoir une constriction et après, il va y avoir une dilatation. Tout ça, ça va aider pour que le sang passe, pour qu'il n'y ait pas une ischémie sévère. Maintenant, si vous faites baisser la tension, cette vasoconstriction, elle va disparaître. Et qu'est-ce que vous allez avoir? On dirait que quelqu'un, le mannitol, il ne baisse pas tellement la tension artérielle, d'accord? C'est-à-dire son effet, dans les 48 heures premières, là, il ne va pas aggraver l'ischémie, non, non. Au contraire, lui, il chasse l'œdème. Son effet bénéfique est beaucoup plus important que son petit effet hypotenseur, d'accord? Il va pas faire, vous n'allez pas comparer, par exemple, un flash de mannitol avec une injection intraveineuse de l'oxène, d'accord? Une injection intraveineuse de l'oxène, elle va vous faire baisser la tension artérielle, vraiment une chute libre, d'accord? Ce n'est pas comme le mannitol, d'accord? Donc, si vous faites baisser la tension à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un venait vous fermer carrément le robinet d'eau. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné. D'accord. Alors, là, c'est pour l'ischémie. Alors, pour l'hémorragie, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. C'est durant les 48 heures, ne pas toucher la tension artérielle tant qu'elle ne dépasse pas les 18-10. Voilà, donc si vous faites baisser la tension artérielle trop, vous allez avoir une ischémie en plus. Vous allez aggraver, le territoire va être plus grand. C'est ça si vous faites baisser la tension artérielle. Au début, le territoire ischémique va être plus grand. Vous allez aggraver l'état du patient. Alors, pour l'hémorragie, vous allez respecter jusqu'à 18-10. Parce que pourquoi? Si vous la laissez au-delà de 18-10, qu'est-ce qui va se passer? Tension artérielle sur un vaisseau qui est déjà rompu. Il va encore se rompre. Donc, vous allez aggraver l'hémorragie. Et si vous la faites baisser trop, vous allez rajouter un phénomène ischémique parce qu'il y a déjà une artère qui est rompue en aval et vous faites baisser la tension artérielle. Qu'est-ce qui va se passer? On dirait que vous avez fait 2 trous. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a une rupture dans une artère et vous allez baisser la tension artérielle. Donc, vous allez engendrer une ischémie. D'accord? Si vous laissez trop augmenter, vous allez aggraver l'hémorragie. Si vous abaissez beaucoup trop, vous allez avoir une ischémie associée. C'est clair? Donc, on va la maintenir. S'il fait un pic à 17,9, vous laissez. S'il fait à 19, par exemple, 10, vous faites baisser. 19, c'est trop. Maintenant, ça uniquement pour les 48 heures premières. Donc, après les 48 heures, ça y est, il n'y a plus ce phénomène de compensation. Il s'agit d'HTA pur. Maintenant, si vous avez un malade qui est dans les 48 heures premières, qui vous fait un OAP, là, vous êtes obligé d'intervenir. Vous êtes d'accord? On ne va pas préserver le cerveau et tuer le cœur. Ça ne sert à rien. S'il fait un OAP, une mauvaise tolérance, vous êtes obligé de faire baisser la tension artérielle. Est-ce que c'est clair? Parce qu'un pic d'HTA à 20, il peut aussi engendrer un OAP, vous le savez. D'accord? Et là, l'urgence, elle devient cardiaque. Vous êtes obligé d'intervenir. Et quand je dis intervenir, ça veut dire que il ne faut pas
faire un geste injectable, ça veut dire vous donner un anti-hypertension par voie injectable. Si le patient, par exemple, est hypertendu connu, il a l'habitude de prendre son traitement, il continue à le prendre, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la prise en charge en urgence. Il a l'habitude de prendre, par exemple, de l'Amlor le matin, il continue toujours à le prendre. Ne faites pas un effet rebond. Là, je parle du traitement par voie injectable, par voie générale. On n'intervient pas les 48 heures premières. Pour l'ischémie, c'est 22-12. Pour l'hémorragie, c'est 18-10. Est-ce que c'est clair? On est obligé d'aller vite, il nous reste 3 minutes. D'accord? Très bien. De toute façon, on a pratiquement terminé. Alors là, c'est un petit tableau récapitulatif. Alors, bon, c'est juste pour résumer. C'est la différence un petit peu entre l'ischémie et l'hémorragie. Alors, l'interrogatoire pour l'ischémie, vous allez trouver surtout les facteurs de risque cardiovasculaire, l'AIT. L'AIT, c'est l'accident transitoire. La cardiopathie, les troubles valvulaires, tout ce que vous voulez, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, le tabac. Pour l'hémorragie, généralement, ils sont absents. Donc, on peut sauver l'OAP, mais on tombe sur une ischémie. Oui, parce que si vous ne sauvez pas l'OAP, c'est le décès assuré. Mais l'ischémie, vous vous dites, il va se retrouver avec une hémiplégie, mais il va survivre. D'accord? Parce que si vous laissez un OAP, il va mourir certainement. D'accord? Là, on est obligé de parer au plus urgent. Voilà. Bon, le tableau, il est là devant vous. Il faut juste, bon, les circonstances, l'ischémie, c'est généralement au repos, l'hémorragie, c'est généralement à l'effort. La clinique, bon, c'est beaucoup plus la l'HIC qui est présente dans l'hémorragie. Le déficit, il est systématisé dans l'ischémie, pas tellement dans l'hémorragie. Pronostic vital, il est souvent bon dans l'ischémique. Et pour l'hémorragie, c'est souvent défavorable. L'hémorragie, à court terme, c'est généralement défavorable. Par contre, pronostic fonctionnel, c'est moyen pour l'ischémie, mais il est souvent bon pour l'hémorragie parce que ce n'est pas une véritable ischémie ce qui se passe ici. Donc, il suffit que le malade survive à la phase aiguë, il va récupérer normalement par rapport au déficit. Donc, le pronostic vital à court terme, il est plus défavorable pour l'hémorragie, mais il est meilleur pour le pronostic fonctionnel. Est-ce que vous avez compris? Parce que l'ischémie, c'est une ischémie, hein, c'est une artère qui a été bouchée, donc la récupération va être difficile, même si on a des malades qui récupèrent, hein, pas de problème. Mais statistiquement, on a plus d'hémorragie qui récupèrent sur le plan fonctionnel. Voilà. Et pour faire la différence entre les deux, c'est la TDM. On ne peut pas dire ça c'est une hémorragie, c'est sûr, ou ça c'est une ischémie, c'est sûr. Même si vous avez tous les éléments pour l'un ou l'autre. C'est le scanner qui va vous faire la différence. Hypodensité, ou alors normale, dans l'ischémique, si vous le faites dans les premières heures. Hyperdensité spontanée et d'emblée pour l'hémorragie. Est-ce que vous avez des questions puisqu'il nous reste quelques secondes? Je ne sais pas si on entame tout de suite l'autre séance. On fait une petite pause ou je ne sais pas. Est-ce qu'un vrai hépatie pourrait prévenir non, l'épistaxie, c'est un pic d'HTA, c'est tout. Hein. S'il est bilatéral, hein, si ce n'est pas une cause ORL, si ce n'est pas le nez, s'il n'y a pas de problème au niveau du nez, mais si c'est bilatéral, c'est un pic d'HTA, pas forcément un AVC. Hein. Pas prévenir, vous voulez dire le cours n'est pas disponible sur la plateforme. Et parce qu'on m'a mis, je vais essayer de régler le problème, on m'a mis un compte étudiant. Et donc, je n'ai pas pu poster mon cours.